De l'Atlantide décrite par Platon dans Timée Critias au IVe siècle avant Jésus-Christ, à la ville de Rapture, l'existence supposée de villes sous-marines fascine depuis des siècles. Pourtant, certaines de ces villes existent bel et bien, même s'il n'est pas question ici de gigantesques tsunamis ou d'utopies virant à l'anarchie. Ces lieux, souvent tombés dans l'oubli, ont conservé d'incroyables vestiges de leur passé. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces cités autrefois florissantes, pour essayer de comprendre comment ces lieux, qui étaient des centres politiques, économiques ou religieux, ont été engloutis. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours à cause du niveau de la mer. Mais avant de continuer, un petit mot de notre sponsor du jour, NordVPN. NordVPN est un service qui vous permet de chiffrer vos données et d'utiliser Internet en toute sécurité. Ce qui est particulièrement pratique lorsque vous avez l'habitude d'utiliser des réseaux publics. NordVPN vous donne également accès à du contenu géobloqué dans votre pays. Disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Mac, Linux et même Android TV, avec pour chacune une application simple d'utilisation. Pour en apprendre plus, avec mon lien en description, profitez des soldes d'hiver et obtenez un abonnement de 2 ans à 3,15€ par mois, avec en plus un mois gratuit. Et si le service ne vous plaît pas, NordVPN vous offre la possibilité de vous faire rembourser pendant les 30 premiers jours de votre abonnement. Merci à NordVPN pour son soutien, bonne vidéo. En Égypte, au bord de l'estuaire du Nil, si vous plongez à plus de 7 mètres, vous devriez découvrir des choses étonnantes. C'est en tout cas la découverte qu'a fait en 2000 l'archéologue français Franck Gaudiot, lorsqu'il tomba sur les vestiges d'une cité dont on doutait encore de l'existence. Tonis pour son nom égyptien et Héracléon pour son nom grec. Des statues, des épaves de ce bateau très particulier appelé Baris, et des murs d'enceinte reposaient ici depuis 2500 ans. La ville, visitée autrefois par Hérodote, laissait penser dans ses textes qu'Héracléon était autrefois le port le plus important d'Égypte. Mais jusqu'à il y a peu, très peu de sources anciennes sur la vie et surtout la fin d'Héracléon étaient parvenues jusqu'à nous. La découverte de ces vestiges a donc permis de retracer l'histoire d'Héracléon, qui s'étale sur près d'un millénaire. Bâtie sur un ensemble d'îlots, la cité s'étendait sur près de 220 hectares. Les nombreux temples et sanctuaires qui ont été retrouvés montrent qu'Héracléon était autrefois un centre religieux. Car le premier endroit mis au jour par Franck Gaudiot et ses équipes a été le temple d'Amon-Guéreb, enfin plutôt ses fondations. Et on sait que c'était ici que les nouveaux pharaons venaient recevoir symboliquement l'accord des dieux pour régner sur l'Égypte. Mais sa situation géographique en faisait aussi un important port de commerce. La découverte d'une stèle en granit noir de 16 tonnes, chargée de hiéroglyphes, nous apprend que c'est ici qu'étaient collectées les taxes sur les importations, signe de l'importance de ce port. Mais cette stèle a également permis de faire une découverte majeure. Elle a permis de comprendre que, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, Tonis et Héracléon sont toutes les deux la même cité. Passage obligé des marchands grecs souhaitant remonter le Nil, Héracléon était la porte d'entrée de l'Égypte, et par conséquent, la ville devait être défendue. À une époque où les échanges étaient encore faits majoritairement en nature, les archéologues ont retrouvé des pièces de monnaie, qui pourraient avoir servi à payer des mercenaires pour défendre la ville, signe une fois de plus de son rôle stratégique. Pourtant, ce port, autrefois l'un des plus importants de l'Égypte antique, a disparu. Alors, pourquoi ? Eh bien, vous allez voir tout au long de cette vidéo que les raisons de cette disparition sont diverses, et sont rarement le fruit d'un seul événement. Pour le cas d'Héracléon, il y a 2 raisons. Premièrement, la concurrence. Durant ses campagnes militaires, Alexandre le Grand a laissé dans son sillage de nombreuses villes à son nom. L'Alexandrie la plus célèbre étant bien sûr celle qui se trouve en Égypte, à quelques kilomètres à peine d'Héracléon. Ainsi, plus Alexandrie va croître, plus l'influence d'Héracléon va diminuer, ce qui explique pourquoi sa disparition n'est pratiquement pas mentionnée dans les textes anciens. Mais la nature a aussi joué un rôle dans la disparition de la cité. Située au bord du Nil, dans une zone sujet aux inondations, la ville est construite sur un sol, mélange de sable et de vase, chargé en eau qui est certes solide, mais qui peut également se liquéfier en cas de vibration. Ce sont des tremblements de terre qui ont probablement eu lieu au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont donc peu à peu liquéfié le sol d'Héracléon, qui s'est fragilisé au fil du temps. La cité a fini par être abandonnée, tandis que des glissements de terrain ont poussé les bâtiments vers la Méditerranée, jusqu'à totalement disparaître aux alentours du 8e siècle.
Si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'au choix, vous êtes passionné du commerce de la laine en Angleterre au 9e siècle, ce qui est, avouons-le, peu probable, ou bien que vous avez apprécié l'œuvre de Lovecraft. Car ici, il n'est pas question de monstres cosmiques ni de personnes sombrant dans la folie. Mais l'atmosphère que semblaient dégager les ruines de Dunwich dans les années 20 ont certainement inspiré l'auteur de l'Appel de Cthulhu. Nous sommes en Angleterre. Sur la côte se dressait auparavant un important port de commerce, dont la taille rivalisait, dit-on, avec Londres. Cet endroit a en grande partie disparu au XIVe siècle. Autre temps, autre lieu, mais vous allez voir que les raisons de sa disparition sont assez proches de celles d'Héracléon. À l'est de l'Angleterre se trouvait le royaume d'Est-Anglie. Sa capitale, Dunwich, était un port de commerce important dans la région, qui a notamment profité des raids vikings du 9 et 10e siècle pour s'imposer comme une plaque tournante du commerce de la laine et de céréales. Après avoir vu sa population chuter à 3000 habitants après le passage de Guillaume le Conquérant en 1066, Dunwich redevient un port important à partir du 12e siècle. On sait que Dunwich a été un port important car on a pu retrouver les restes de plusieurs églises et également la trace d'un monastère franciscain. Des moines qui ne s'installent généralement que dans les villes suffisamment influentes. Mais cet âge d'or ne va durer que moins d'un siècle. En 1286, la ville est frappée par un raz-de-marée qui emporte la majeure partie du port. On aurait alors pu s'attendre à ce que le port soit reconstruit, puisque la ville semblait en avoir largement les moyens. Pourtant, rien ne sera fait. Pourquoi ? Eh bien parce que le destin de Dunwich était déjà tout tracé. Elle était en fait déjà condamnée à finir au fond de l'océan, et ça à cause d'un phénomène naturel bien connu, l'érosion. La mer va peu à peu grignoter la côte, jusqu'à s'en prendre aux fondations des bâtiments qui finissent par s'écrouler et puis être engloutis par la mer. Mais ce n'est pas tout. Au cours du XIVe siècle, des tempêtes destructrices à répétition vont frapper la ville très durement. La ville devient trop dangereuse pour ses habitants, qui commencent à l'abandonner au XVe siècle. Dunwich doit également faire face à la concurrence d'autres ports, et seule la présence du monastère et les richesses qu'il renferme permettent à la ville de subsister. Mais au XVIe siècle, alors que le roi d'Angleterre Henri VIII est en conflit avec le pape, il décide à partir de 1536 de confisquer tous les biens appartenant aux ordres religieux. Cette décision sonne la fin pour le monastère de Dunwich, et la ville, déjà en partie à l'abandon, se vide complètement du reste de ses habitants. L'érosion finira le travail, et les restes de ce port, autrefois florissant, continuent encore aujourd'hui d'être absorbés par les flots. Il ne reste plus désormais qu'un petit village avec quelques habitants, un petit musée retraçant l'histoire du lieu, et les ruines de l'ancien port de Dunwich, qui continuent à s'affaisser à cause de l'érosion. Nous changeons de continent pour partir sur une petite île de la mer des Caraïbes, la Jamaïque. Depuis 1596, les Anglais, menés par Anthony Shirley, cherchent à s'y installer. Mais ils n'y parviennent qu'en 1655, en chassant les Espagnols de l'île. La place forte de l'île était le port de Cayo de Carena, que les Anglais renomment Point Caguay, puis enfin en Port-Royal en 1662. La ville va rapidement devenir prospère. En 1673, elle compte 7000 colons et près de 2000 maisons. Sa position au centre de la mer des Caraïbes, entre les colonies anglaises et espagnoles, en font un lieu privilégié pour le commerce. Port-Royal tient sa richesse du commerce des nombreuses marchandises comme le sucre et le coton à destination de l'Europe, mais aussi du commerce d'esclaves et de la contrebande. Car Port-Royal est également un repère de ceux pratiquant la guerre de course, autrement dit les corsaires, qui avec l'autorisation de la couronne britannique, pillent les navires espagnols en route pour le vieux continent. Et parmi les célèbres pirates et corsaires qui ont transité par Port-Royal, on compte Henry Morgan, dont on a déjà parlé sur la chaîne. C'est justement la présence de nombreux pirates et corsaires qui a grandement contribué à donner à la ville la réputation d'être un lieu de débauche. Mais voilà, Port-Royal a un peu la poisse. Déjà, elle est souvent frappée par des épidémies. Mais surtout, et encore une fois, c'est à cause de l'endroit où elle se trouve que les choses vont se gâter. Bâtie sur une fine bande de terre qui certes protège les navires, Port-Royal se trouve elle aussi sur un sol mouvant, et par conséquent instable. Et lorsqu'un terrible tremblement de terre secoue la ville le 17 juin 1692, ce sont 3 secousses successives qui détruisent les 2 tiers de la ville, et font perdre la vie à plus de 2000 personnes. Et à peine le temps pour les habitants de se remettre du séisme que la liquéfaction du sol entraîne rapidement l'ensevelissement d'une partie du port. Les dégâts, extrêmement importants, sont estimés à 20 millions de livres.
Certains iront d'ailleurs dire que ce qui s'est passé à Port-Royal était mérité, car il s'agissait d'une punition divine pour tous les méfaits et les mœurs douteux des habitants. Reconstruite mais désormais endettée, Port-Royal est loin de sa gloire passée. Surtout qu'au même moment, de l'autre côté de la baie, une nouvelle ville sort de terre, Kingston. Puis par la suite, frappé par des pillages, un incendie en 1703, un ouragan en 1712, puis une nouvelle succession de séismes et d'ouragans dans les années 1720, Port-Royal est peu à peu déserté pour Kingston, mieux abrité des caprices de la nature. À la fin du siècle, Kingston compte 25 000 habitants, et elle deviendra la capitale de la Jamaïque en 1872. Tandis qu'aujourd'hui, tout ce qu'il reste de Port-Royal, c'est un petit port de pêcheurs, qui n'attire plus que les quelques plongeurs désireux de visiter les vestiges enfouis de l'ancienne capitale de la Jamaïque. Ici repose à 10 mètres de profondeur ce qui pouvait s'apparenter à une station balnéaire. Située en Italie, dans une petite baie non loin de Naples, Baia était un lieu de villégiature pour l'élite romaine. Des personnalités comme Néron, Jules César ou Cicéron seraient passés par cette sublime cité au bord de la Méditerranée. Devenue un site de fouilles dès les années 20, on y a découvert dans les vestiges de la ville de nombreuses villas, des colonnes, des palais, avec leurs statues et leurs mosaïques, qui témoignent de la richesse des habitants de Baia. Des habitants pas toujours très sages. La ville avait la réputation d'être, selon le philosophe Sénèque, le lieu de plaisance de tous les vices. Mais si Baia a connu un tel succès, c'est avant tout grâce à ses thermes, alimentés par des sources d'eau chaude. Des bains utilisés pour l'hygiène évidemment, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques. Car Baia, on n'y vient pas que pour faire la fête, mais aussi pour se soigner. Cette eau chaude était certes bien pratique pour chauffer les bains publics, mais si elle était là, ce n'était pas par hasard. Baia a été bâtie sur le cratère d'un volcan, qui s'est écroulé après une éruption environ 35 000 ans auparavant. Un volcan qui, s'il a permis à la ville de se développer, va aussi causer sa disparition. Car oui, construire une ville sur un volcan, c'est rarement une bonne idée. Mais au risque de vous décevoir, la fin de Baia n'est pas aussi spectaculaire que Pompéi. En fait, la mort de Baia s'apparente plus à une longue agonie qui s'étend sur plusieurs siècles. Après l'avènement de l'Empire, la cité reste une station balnéaire, mais sous leurs pieds, les Romains ignorent et ne perçoivent pas que le sol s'affaisse lentement. Se trouvant au cœur d'une région volcanique que l'on appelle les champs flégréens, le magma contenu sous Baia fait monter ou baisser lentement le niveau du sol. C'est ce qu'on appelle un bradicéisme. Un phénomène dont on ignorait tout. Et à l'époque des Romains, le sol était déjà en train de lentement s'affaisser, et les villas au bord de la mer ont été petit à petit submergées. Mais ce phénomène a été tellement lent que les Romains ne se sont de toute façon jamais rendus compte que la ville était en train de s'enfoncer. Car au 5e siècle, après la chute de l'Empire romain d'Occident, Baia se retrouve pratiquement à l'abandon. L'époque des grandes fêtes des riches notables romains n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Et c'est au 7e siècle que la partie basse de la ville se retrouve sous l'eau, tandis que ce qui reste de la ville fut ensuite reconstruite sur les hauteurs. On l'a donc vu, la nature n'est pas toujours la seule responsable de la disparition de ces cités. Le choix des hommes y est pour beaucoup. Et parfois même, l'homme est le seul responsable. C'est le cas de Xicheng en Chine qui s'est retrouvé submergé en 1959 après l'installation d'un barrage hydroélectrique. L'ancienne cité antique chinoise se trouve désormais sous le lac Qiando. Mais en France aussi, on a nos cités englouties. Bon, ici, bien évidemment, pas de villa romaine ou de temple égyptien, mais lorsque dans les années 20, on a construit un barrage à Guerlédan, en Bretagne, cela a donné naissance à un lac artificiel, et une partie de la vallée du Blavet s'est retrouvée sous l'eau, engloutissant des carrières d'ardoises et les maisons de ceux qui y travaillaient. Et lorsqu'en 2015, on a procédé à une vidange du lac, les restes de ces maisons sont réapparus. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, vous aura permis de découvrir l'histoire de ces quelques lieux insolites. Merci encore une fois à NordVPN pour son soutien, rendez-vous en description pour obtenir un abonnement à 3,15 € par mois sur un abonnement de 2 ans, avec en plus un mois gratuit. Comme d'habitude, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Instagram, et à la prochaine.